Beaucoup pour l'invitation. En fait, Philippe avait fait circuler un programme. Et il se trouve que dans le service, c'était une époque où on s'est posé des questions sur la décharge gauche. Donc, j'avais à ce moment-là fait une biblio, on avait réfléchi un petit peu ensemble. Donc, j'avais saisi l'opportunité de demander si on ne pouvait pas présenter ça, puisque, comme pour d'autres présentations de ce matin, on n'a pas trouvé beaucoup d'évidence absolue dans la littérature. Et puis comme beaucoup d'autres centres probablement, on n'a pas une très très grosse expérience de ça et on souhaitait saisir l'opportunité de recueillir la vôtre. Alors, donc il y a certainement un certain nombre de bonnes raisons de proposer des décharges gauche quand on est en ECMO véno-artériel. Et puis je vais faire quelques rappels à ce sujet. Il y a différentes techniques pour décharger le cœur, vous allez voir, c'est probablement équipe dépendant. Et il y a plusieurs façons de faire et de bien faire certainement. Quand est-ce qu'on doit proposer la décharge gauche? On va essayer d'y répondre, en tout cas de présenter ce qui existe dans la littérature pour y répondre. Et puis, je pense que comme tous les autres topos, il y aura un partage d'expérience derrière. À moins que vous boudiez la question. Voilà, donc le rationnel, c'est que quand on est en ECMO véno-artériel, en général, on va tourner au débit théorique et à ce débit, puis même si on est un peu supérieur, il persiste toujours un remplissage du ventricule gauche par différentes circulations qui sont d'abord ce qui passe dans l'oreillette droite et qui n'est pas drainé par l'ECMO parce que il reste du débit à drainer. Ensuite, il y a la circulation bronchique et la circulation coronarienne. Donc, ils peuvent arriver soit dans l'oreillette droite, soit directement même dans le ventricule gauche. Les déterminants du transport d'oxygène dans le cœur, c'est le débit coronarien, le contenu en oxygène dans les artères coronaires et la pression de perfusion coronaire qui est donc dépendante des pressions diastoliques et la pression dans le ventricule gauche si on s'intéresse au ventricule gauche. Donc, vous voyez en fait où on veut en venir, il faut quand même assurer, même sous ECMO, une pression de perfusion coronarienne. Les objectifs de l'ECMO, ça va être un objectif en urgence d'assurer la vie, de supporter le cœur, les poumons ou les deux, le temps qu'on puisse faire quelque chose, mais l'objectif de l'ECMO, c'est aussi d'être dans les meilleures conditions pour récupérer de l'atteinte initiale, que ce soit défaut de protection, que ce soit une myocardite ou autre chose. Donc, un des derniers points du rationnel, c'est qu'il existe des dysfonctions myocardiques sous ECMO. Je pense que tout le monde a pu en faire l'expérience. Et il faut savoir les détecter. Donc c'est lié à des pressions de remplissage qui sont trop élevées, ou d'un débit coronarien, ou bien souvent des deux, parce qu'il y a quand même un certain cercle vicieux à ce niveau-là. Enfin, la mortalité, si on regarde tous les registres en ECMO VA, reste élevée. La mortalité n'est pas expliquée que par des problèmes de perfusion coronarienne, mais on a la chance de travailler sur un sujet où il y a beaucoup de mortalité, donc probablement beaucoup d'occasions d'essayer de faire mieux. Voilà, donc quels sont les moyens finalement à notre disposition pour assurer une récupération myocardique, pour être optimale, puis on n'y arrive pas toujours, mais c'est de s'assurer d'avoir des pressions de remplissage dans le cœur qui soient assez basses, d'avoir des pressions diastoliques qui soient au moins normales, mais certainement supérieures aux pressions qui sont dans le cœur, d'assurer une post-charge du cœur qui soit basse pour que le cœur puisse éjecter convenablement, s'assurer qu'on ait de l'oxygène et du débit qui arrive dans les coronaires, une hémoglobine normale, parce que, bon, comme toutes les équations, ça fait partie du contenu artériel, et éventuellement de diminuer la consommation du cœur en oxygène, par exemple en diminuant certaines amines, profiter de l'ECMO pour diminuer, par exemple, les doses d'adrénaline. Alors quelles sont un petit peu les expériences qui ont analysé le débit coronarien sous écho? Donc il y a des vieilles expériences un petit peu comme ici chez l'agneau qui sont citées assez souvent.
Il y a plusieurs façons de regarder un petit peu le débit coronarien sous ECMO qui sont vraiment que de l'expérimental. Par exemple, ici, c'est avec technique, avec des petits radiomarqueurs et bien souvent des autopsies qui permettent de voir où le sang est allé pendant que le patient était sous ECMO. Donc, dans ces expériences, le débit total, c'est le débit du ventricule gauche natif, hein, donc qui persiste, plus le débit d'ECMO. Ce qui est intéressant de voir, même si là on voit une petite diminution en ECMO, si vous regardez le petit carré blanc, donc, le petit carré blanc, c'est donc le pourcentage du débit total qui va dans le cœur. Vous voyez que sous ECMO, on arrive à maintenir, hein, il y a des différences là qui ne sont pas significatives, mais on arrive à maintenir un débit coronarien sous ECMO. Donc c'est une bonne nouvelle. Et ce qu'il faut faire attention, c'est que quel débit, est-ce que c'est le débit de l'ECMO ou le débit du cœur qui va dans les coronaires? Là, c'est pas forcément une évidence. Et puis, même assez souvent, dans les études, ce qu'on voit, alors ici, c'est peut-être un peu compliqué à lire, mais en haut, c'est la partie supérieure du cœur, en bas, la partie basse du corps, et ici, le cœur, et vous voyez en noir ici, LV derived, donc c'est-à-dire que le débit dans le cœur vient principalement, et ça on le retrouve dans la plupart des études, du cœur natif, d'accord? Donc une petite précaution à prendre quand on est sous ECMO. Ici d'ailleurs une étude qui est intéressante, c'est un peu discordant, vous voyez. On voit que là, c'est dans le haut du corps, le débit coronarien vient plutôt de l'ECMO, hein, sur donc la tête et les bras. Ce qu'on ne retrouve pas dans toutes les études. Autre façon d'analyser le débit coronarien, mettre une petite, de façon expérimentale évidemment toujours, ici c'est chez des chiens, mettre un petit cathéter pour prélever des saturations dans les artères coronaires et puis dans les autres artères, les carotides par exemple, et en déduire le débit. C'est un calcul qu'on fait au cathé régulièrement. Et donc ici des patients qui sont ventilés sans oxygène, et puis on les met sous ECMO et puis on regarde la saturation dans les coronaires. Alors plus on tourne en ECMO, meilleure est la saturation, mais attention, la saturation n'est quasiment jamais parfaite dans les coronaires, d'accord? Et ce qui est un élément indirect pour dire que la vascularisation vient du cœur. De manière intéressante, c'est écrit dans la légende, mais je vous le dis, de manière intéressante, ce petit chien, qui a une saturation à 100% dans les coronaires, en fait, ce patient-là, au moment de l'expérience, il n'a plus de débit cardiaque, il est en fibrillation ventriculaire. Et donc l'ECMO assure les débuts coronariens à ce moment-là. Mais il ne va pas aller bien longtemps pour autant, parce que son cœur probablement va se dilater. Quelque chose qui est plus intéressant ici, parce que on va comparer l'intérêt de l'ECMO, on va regarder l'intérêt de l'ECMO, mais le contrôle, cette fois-ci, c'est le patient qui est en arrêt cardiaque. D'accord? Alors qu'avant, on comparait, on faisait pourcentage du débit par rapport au sujet contrôle. Donc on voit qu'on fait toujours un peu moins bien en ECMO, mais enfin, si on compare avec des sujets normaux, c'est normal. Ici, on a des patients qui sont en arrêt cardiaque, puis on va regarder la pression dans le ventricule et l'oreillette gauche, d'accord? Donc en baseline, on a une POG et puis une PTDVG qui sont dans les normales. Le patient, c'est un modèle d'arrêt cardiaque, le cochon plutôt, parce que j'ai toujours le patient, mais il est poilu. Donc effectivement, on voit les pressions qui montent dans le cœur quand le patient est malade du cœur, c'est normal. Et puis, un des intérêts de l'ECMO, en dehors d'assurer la vie et le débit, ça va quand même être de baisser les pressions dans le cœur. Et si on fait la corrélation avec le débit dans les artères coronaires, hein, donc ici c'est toujours pareil, c'est un petit débitmètre là qui est collé sur la coronaire dans cette expérience, eh bien, on voit que plus on va tourner en ECMO et plus la pression au cœur va baisser, et plus le débit de perfusion coronaire va être intéressant. Ici, à peu près la même étude pour dire la même chose. Ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'ils ont randomisé les cochons pour savoir s'ils avaient d'abord une ECMO fémoro-fémorale ou fémoro-sous-clavière. Alors, en fait, on voit sur ce diapo que en fait, fémoro-fémoral va faire mieux pour le débit coronarien que fémoro sous clavier. Ça peut paraître un peu surprenant, donc je ne comprenais pas bien en lisant la discussion de cet article. Bon, en fait, les patients n'ont pas d'amine, et en fémoro sous clavier, ils avaient des cochons qui avaient des pressions plus basses
pour des raisons X ou Y, donc ils avaient des pressions diastoliques quand même qui étaient basses. Donc une fois que effectivement on leur applique un ballonnet de contre-pulsion, on améliore un petit peu le débit coronaire. C'est pas une technique qu'on va employer chez nos enfants, hein, mais c'est intéressant. Et ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que la contre-pulsion chez un patient qui a une cannulation fémoro-fémorale, évidemment le ballonnet se situe enfin en amont, en circulation normale, mais là en aval de l'ECMO, et ça plutôt, ça impacte le débit coronarien. Donc en pratique, savoir comment est la perfusion coronarienne, c'est très difficile. On ne va pas avoir de marqueur. On va voir plus tard qu'on peut avoir la radio, l'échographie, etc. pour estimer la façon dont le cœur est perfusé, mais on ne va pas avoir de marqueur. Ici, je ne sais pas du tout pourquoi ce scanner a été fait, mais il a été fait et on a une belle image pour montrer que si là on injecte dans une cannulation fémoro-fémorale du produit de contraste, bah, on voit qu'il y a une ligne de partage des os, hein, comme au Mont-Gerbier-du-Jonc. Et d'un côté, bah, on a la circulation du cœur native, et puis de l'autre, on a plutôt le cœur qui est perfusé. Puis on imagine que la ligne ça doit fluctuer au fur et à mesure du temps en fonction des résistances, de la fraction d'éjection ventriculaire gauche, choses comme ça. Donc en pratique, ce qu'on a tendance à faire, c'est de faire attention à mesurer la SAT un petit peu partout, de s'assurer qu'on a une bonne SAT et de se dire, bah, comme ça, je pense que j'ai une bonne SAT dans mes artères coronaires. Vous avez vu dans les expériences chez Animal, c'est pas forcément vrai, mais on peut pas faire mieux de toute façon que ça. C'est pour éviter le fameux syndrome Harlequin qui existe quand même probablement. Voilà, donc un petit peu, bon, je pense qu'on comprend bien que le débit coronarien peut ne pas être optimal sous ECMO et qu'il y a un cercle vicieux. Si les pressions augmentent, si la pression de perfusion coronarienne diminue, on va avoir des lésions sans endocardite. Certains auteurs disent que ça arrive même plus rapidement chez l'enfant que chez l'adulte. Et puis qui dit ischémie, c'est un peu comme l'infarctus du myocarde, dit élévation encore des pressions intraventriculaires. Et puis finalement, on peut aboutir à une distension du ventricule, de l'OAP, l'ischémie des piliers avec des séquelles ischémiques. Par exemple des IM ischémiques, on a eu un cas, des nécroses ou même une absence de flux qui va favoriser les thrombus et les AVC. Alors, comment on fait la décompression du VG? On va insister sur tout ce qui est les aspects techniques, ce qu'on peut faire technique, mais avant d'en arriver à la technique, il faut s'assurer d'avoir quand même un bon débit en ECMO, que le placement des canules, notamment la canule de droite, que tout soit fait pour que l'ECMO tourne bien. Et on a vu que un bon débit va quand même favoriser la décompression du cœur. Donc c'est une des premières choses. Pas la peine probablement d'aller ouvrir la CIA s'il y a un problème d'ECMO manifeste. Et puis également baisser la post-charge. Alors c'est toujours un compromis qui est difficile à faire avec une pression diastolique qui doit rester dans les normales. Mais par exemple, on peut éviter une utilisation indue de vasopresseurs sous ECMO. Alors bon, ça c'est des petites choses, bon, c'est plus facile à dire en théorie qu'au lit du malade. Hein. Donc en fait, moi ce que j'imagine, puisque j'ai vu de ce que j'ai lu, il y a quand même deux grands cas. Soit le patient est au bloc, a une sternotomie, le cœur est ouvert, on n'arrive pas à sortir de CEC, etc. Et puis on va probablement aller sur toute la technique chirurgicale, hein, qui à limite probablement pose pas beaucoup de questions. Donc le chirurgien peut ajouter une canule gauche. Certaines équipes vont proposer soit de laisser ouvert un FOP existant, soit même de calibrer une CIA. Bon, peut-être que des chirurgiens pourraient commenter là-dessus, voir s'il y a des préférences. Je sais que j'ai lu, par exemple, des fois on voit que les veines pulmonaires, que les oreillettes sont fragiles, les tissus sont fragiles, puis c'est des techniques qu'on peut préférer, mais bon, moi j'ai pas beaucoup de connaissances là-dessus. Ce qui peut être un peu plus compliqué, c'est quand secondairement on a l'impression que malgré tout le ventricule se dilate pas, se vide un petit peu, qu'en ETO à la sortie de CEC on voit la valve aortique bien s'ouvrir, bien éjecter, mais secondairement le patient se réaggrave. Donc là, en général, bah voilà, on peut réouvrir le thorax, mais on peut éventuellement proposer une autre technique alternative, par exemple d'aller en salle de cathétérisme pour faire un Rashkin en fait finalement. Soit on va se dire, bah, ce patient-là n'a pas de potentiel de récupération, ou alors donc je vais partir vers une autre technique d'assistance qui va, là pour le coup, tout ce qui est alors technique au long cours, hein, ou moyen terme, va permettre clairement beaucoup plus facilement de décharger le ventricule.
La question est quand même un peu différente quand on est parti sur une indication entre guillemets médicale d'ECMO. On est cannulé en périphérique, que ce soit en jugulo-carotidien ou en fémoro-fémoral. Et à ce moment-là, on voit le cœur qui, dans les premières heures, se distend. Et puis, comment est-ce que je fais? Alors, il peut y avoir des équipes, on a fait ça récemment, on va dire qu'on va faire mieux, parce qu'il y a quelques arguments pour dire en pédiatrie qu'on va faire mieux en faisant une cannulation vraiment sternale, éventuellement une sternotomie, et puis à ce moment-là, la question de la décharge gauche est assez simple. Soit on va faire les choses en percutané. Et là, je vais décrire ça un petit peu rapidement. Donc, les cannulations chirurgicales, c'est largement décrit, ce qui est quand même largement fait dans 50% des cas, puisque quand même un gros 50% des cas des ECMO sont en post-chirurgie cardiaque. Voilà, il y a des équipes qui proposent de faire ça d'emblée, de toute façon, même sur les myocardiques pour les patients les plus sévères, mais c'est pas ce que dit tout le monde. Et puis l'abord, le placement de la canule, bon, il y a diverses choses. Est-ce qu'il y a des complications des patients qui ont une décharge gauche par rapport à ceux qui n'en ont pas? Moi, j'ai pas trouvé de résultats là-dessus. Nous, on a observé des complications avec des canules un peu petites, plus d'hémolyse, des choses comme ça, mais c'est pas quelque chose que j'ai retrouvé dans la littérature. Alors il y a trois grandes séries qui se sont intéressées spécifiquement à ce problème. Je vais vous les présenter rapidement, j'essaie de pas trop déborder. Donc d'abord cette étude sur 10 ans à Boston, donc évidemment grosse expérience. Ce qui est intéressant de voir, juste pour se donner un ordre d'idée, c'est qu'il y a quand même 20% à peu près des patients en ECMO-VA qui ont eu besoin à un moment donné de leur parcours d'une décompression. Donc c'est pour peut-être se donner une idée. Les autres études ont une incidence quand même beaucoup plus faible, autour de 10-15%. Donc ils ont 50% de survie. La moitié, on a vu, sont insérés, c'est une canule qui est reliée en Y sur le circuit posé par le chirurgien. Mais l'autre est plus volontiers quand il s'agit d'indications médicales. On a utilisé une technique d'insertion percutanée de cette décharge gauche. Et il y en a quand même en post-cardiotomie, c'est-à-dire de façon différée, qui ont eu une technique percutanée plutôt qu'une technique chirurgicale. Ça reste chirurgical dans tous les cas, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc les cannulations percutanées, puis l'article s'intéresse quasiment que à ça, se font aux salles de cathé. Donc soit le patient part en ECMO et puis après il a sa décharge ou sa création son atrioseptostomie au cathé directement avant de descendre en réa, soit dans 2 cas sur 44, mais d'autres équipes le décrivent, ça peut se faire au lit du patient en réa, mais j'imagine qu'avec les techniques de scopie, tout ça, ça doit être compliqué. Et puis ce qui est intéressant, c'est que dans l'évolution de leur cohorte, ils étaient très invasifs avec des canules, des drains, un peu tout ce qui peut se mettre, tout ce qui rentrait dans le cœur a été essayé. Et puis sur la deuxième partie de leur étude, ils sont beaucoup plus sur la création de septostomie. Et puis je reviendrai là-dessus, c'est que l'expérience que j'ai eue moi de Marianne Lannelongue allait un petit peu dans ce sens-là aussi. L'efficacité, oui, alors l'efficacité, on ne peut pas comparer les techniques entre elles, parce que un des intérêts, c'est sûr, de la triostomie, c'est d'aller faire un cathétérisme, c'est de mesurer les pressions, et effectivement de voir la baisse de la pression. Alors ce qu'on peut pas faire, ou plus difficilement, j'imagine, quand on met une canule. Donc l'efficacité, elle est surtout mesurée pour les patients qui font ce qu'on peut appeler un Rashkin, même si c'est pas une transpo. Donc effectivement, ça marche. Ce qu'on voit, c'est que d'ailleurs, les pressions, les POG, sont pas non plus monstrueusement élevées. Par exemple, il y en a qui sont à 10, par exemple, 10 de POG, c'est pas beaucoup. J'imagine qu'ils avaient des indications pour le poser, mais ils détaillent pas. Voilà un petit peu. Alors... là, voilà, là c'est BD, c'est balloon dilatation, donc c'est le KT, ou carrément de stenter la dilatation, marche. Les petits bémols, c'est que des fois il faut retourner pour réouvrir la trioseptostomie, parce que dans le temps, ça peut se fermer même assez vite. Ici, deuxième équipe 2006, c'est 6 cas, pour dire qu'il n'y a pas grand-chose. Donc là, il y a des petits patients. Ça, c'était les premiers à décrire en fait les décharges gauches percutanées. Et puis cette fois, c'est l'utilisation de canules.
Bon, c'est une description de cas pourrait vous intéresser. Ce qui est intéressant dans cette série, par contre, c'est qu'ils ont mesuré, puis ça nous a été utile, ils ont mesuré en fait les débits par la décharge gauche. Puis nous, c'est vrai que ce qui est bien, il n'y a pas de perfus pour décrire, mais on a un petit capteur de débit qui peut se balader sur les circuits 3/4, 1/4 là. Et puis du coup, on a eu par exemple une décharge qui marchait pas, mais effectivement, en voyant cette étude, bah ouais, on était à moins de 10% du débit global. La décharge n'a pas bien déchargé le cœur. Je ne sais pas exactement pourquoi, on n'a pas vraiment su. Le patient est reparti au bloc, mais ça donne un ordre d'idée des débits qu'on doit avoir pour que ça marche, et puis aussi de la taille en French divisée par la surface corporelle. Hein. C'est indicatif parce que c'est 7K. Bon, je vois peut-être des perfus qui ne seront pas tout à fait OK avec ça. Mesure de débit sur la décharge peut être intéressant pour être sûr que vous faites bien les choses. Voilà des images, des exemples qui ne manquent pas dans les littératures. Ici, vous voyez, on voit mal, mais enfin, ici, on voit une canule percutanée. Hein, la cannulation est jugulo-carotidienne, et puis la canule vient d'en bas, on la retrouve dans le cœur. La radio a déjà bien changé avant ou après décharge. Ici, pour dire que tout ce qui rentre dans les vaisseaux peut être mis dans le cœur. Bon, ici, c'est un drain que de cochon. Deuxième étude un petit peu conséquente. Là, c'est les gens de Toronto. 173 ECMO en 6 ans, avec 23 décompressions, ce qui correspond à 13% de la cohorte. Voilà un petit peu l'évolution. Pareil, avec dans le temps peut-être un peu plus de KT, mais quand même globalement, des gens qui mettent une canule plutôt avec une canule. Et si je citais cette étude, c'est peut-être un petit peu plus loin pour voir qu'ils se sont particulièrement intéressés à leurs atrioseptostomies, parce qu'à l'époque, je pense que c'est une publique qui était très nouvelle, donc juste pour dire que globalement, ça marchait sur la baisse des pressions. Moi, j'avais eu par hasard l'occasion de passer une semaine avec Jérôme Petit, donc le cathétériseur, qui m'avait dit que à Maryland-Long, c'est bien simple, ils ne font plus que des atrioseptostomies dans ces patients. Donc, je les avais contactés. J'ai surtout eu l'expérience des adultes, c'est un abstract en fait qui avait été montré à la SFAR l'année dernière. Et donc il me l'a gentiment envoyé, puis on a discuté au téléphone. Donc effectivement, ils ont 14% à peu près de décharge gauche sur ces ECMO qui sont principalement médicales, mais aussi en post-cardiotomie. C'est devenu leur option numéro 1. Bon, voilà. Nous, on n'en a pas du tout l'expérience. Hein, donc. Les complications décrites, alors évidemment il y a probablement un biais de publication là-dedans. Hein. Dans la grande étude de Boston, il y a quand même une perforation de l'auricule gauche qui semble-t-il, a été sans conséquence. Mais il n'y a pas beaucoup de recul là-dessus, puis probablement que les petits échecs, on n'en fait pas une grande fierté. Et puis ce qu'il faut dire, c'est que bon voilà, tout ça, ça a beau être des grandes séries, ça n'est pas des études qui permettent de répondre à faut-il impérativement faire une décharge gauche, faut-il la faire très vite, comment faut la faire. Hein, on déduit a posteriori, on regarde un petit peu l'expérience, puis on en tire des conclusions. Alors, quand faire la décharge gauche, c'est une question. Est-ce qu'il faut en faire systématiquement? Est-ce que dans certains types de chirurgie, de pathologie, il faut en mettre systématiquement et pas d'autres? Est-ce que c'est seulement quand on n'a pas de récupération en sortie de CEC? Est-ce qu'il y a des marqueurs biologiques qui peuvent nous aider? Est-ce que c'est des données échographiques comme la dilatation des cavités ou l'imagerie, l'OAP, ou carrément, comme c'était décrit jadis, du sang et de la mousse dans la sonde d'intubation? Alors, il faut déjà connaître les circonstances menant à des indications en général. Donc, les myocardites fulminantes, hein, globalement, les indications médicales sont beaucoup plus pourvoyeurs de décharge gauche. Hein. Le patient qui finit par faire l'arrêt du myocardite, quand on le canule, en général, le cœur ne va pas récupérer dans les 48 heures. Puis, s'il y a un potentiel de récupération, il faut éventuellement éviter de le gréver par des problèmes de perfusion coronarienne. L'insuffisance aortique peut même être considérée comme une contre-indication à l'ECMO, mais en tout cas, il faut y faire attention parce que ça va dilater le cœur.
La post-charge élevée, on en a déjà parlé. Le réseau coronaire douteux, des fois, on a eu, nous, par exemple, un patient qui a un Kawasaki et qui s'est retrouvé au bloc, on fait ce qu'on a pu, les pontages et tout, mais enfin, il restait qu'il avait un réseau coronarien douteux. C'est pas pour ça qu'on l'a pas mis en ECMO, mais il fallait être vigilant, peut-être d'autant plus. Et puis, quand on regarde la courbe de pression, même si on fait pas d'échographie, si on voit que la courbe n'est plus trop pulsatile, soit on décharge trop le cœur, mais le cœur marche bien, soit on décharge le cœur comme avant, mais le cœur ne marche plus. Les signes radiologiques, c'est sûr que c'est probablement indiscutable quand on a un OAP qui intervient de décharger le cœur. Le problème, c'est que nous, dans notre expérience, quand les patients sortent du bloc ou assez souvent on a des radios qui sont moches et pour autant c'est pas lié à une augmentation des pressions dans le cœur. Et puis surtout, c'est tardif. Alors ça, c'est un article en Réamed, quand on disait c'est pas cardiaque, c'est pas un OAP ou des trucs comme ça au staff, on avait souvent le droit à cette photo. Donc ça, c'est un article de Chest de 2004 que du coup il m'avait marqué. Ça, c'est une patiente qui arrive en salle de cathé. Elle a un cœur, oui, qui est un peu dilaté, mais elle a des poumons qui sont parfaitement normaux. Elle a des POG à 40 mm de mercure. C'est ce qu'on retrouve en fait dans nos patients, et ça c'est tiré de la première étude que j'ai présentée. Ici vous avez en fait un score radiologique de lésions pulmonaires et en regard les pressions dans l'oreillette droite. Et vous voyez, vous avez probablement autant de patients qui ont des POG ou des PTDVG élevés et qui ont des radios quasiment normales que l'inverse. Hein. Donc attendre la radio, probablement prendre le risque d'être un petit peu tardif. Ici, un petit cas clinique qu'on a eu chez nous, un patient qui a une valvulopathie mitrale complexe, qui a 2 essais de plastie mitrale, et puis on ne sait pas trop comment est la réparation, il ne sort pas de CEC, on décide de le sortir en ECMO. Bon, très bien, ça c'est sa radio de sortie de bloc, une radio blanche, ok. Alors là, c'est toujours risqué de mettre des trucs qui... Je voudrais vous montrer le... Je sais pas comment marche ça. Donc avec un cœur qui fonctionne finalement pas si mal après ECMO, la fuite mitrale est sûrement présente, on ne l'évalue pas trop. Puis ça c'est le lendemain, sa radio, vous l'avez au-dessus, et la radio elle est plutôt un peu mieux. Puis en fait on a un pic de troponine, on a une paroi là qui se contracte plus du tout, c'est pas terrible. Et puis finalement donc on décide de faire une décharge gauche, donc c'est une reprise de la sternotomie. Puis vous voyez ici une canule qui arrive directement dans l'oreillette gauche. Et effectivement assez vite on a l'impression de récupérer quand même une fonction myocardique un peu meilleure. Bon, c'est qu'une petite partie du cas clinique. L'ensemble de l'histoire n'est pas aussi belle que ça, mais c'est une illustration intéressante. On avait les troponines, qui est un marqueur qui peut être utilisé. C'est un marqueur de nécrose. Alors, ça me semble pas être une bonne idée d'attendre que les troponines montent beaucoup pour se dire qu'il faut faire quelque chose. En autre marqueur qu'on a, il y a le BNP éventuellement, qui a été cité dans les cas cliniques. Nous, on utilise de temps en temps le BNP, mais on ne l'a pas systématisé l'utilisation du BNP dans le monitorage, donc je n'ai pas plus de commentaires à faire sur le BNP. Quand est-ce qu'on fait la décompression? On peut toujours s'aider quand même de notre instance qui nous donne des guidelines assez fréquemment. Donc qu'est-ce que dit l'ELSO de cette affaire? Donc voilà, on peut avoir effectivement des problèmes sous ECMO liés au remplissage du cœur et aux problèmes de pression diastolique et de pression de perfusion coronarienne. Que le processus va quand même assez vite, hein, c'est que rapidement, ça peut être rapidement après la sortie du bloc par exemple, en 4 à 8 heures on peut avoir des problèmes et donc il faut se décider éventuellement à mettre une nouvelle canule de drainage dans les 12 heures, dans a few hours. Et puis donc voilà, on peut le faire soit si le cœur est ouvert avec une nouvelle canule, soit en cathétérisme, soit aussi par une décharge directe, par une petite thoracotomie. Si on peut rien faire, c'est peut-être non négligeable, pas dénué d'intérêt d'essayer quand même des agents inotropiques pour voir si on peut récupérer un peu de fonction myocardique, ouvrir le cœur pour faire baisser les pressions et finalement récupérer la fonction cardiaque.
Est-ce qu'il faut essayer de le faire de façon systématique? Il y a une étude qui s'intéresse à ça. En fait, c'est une étude, on se fie un peu à la bonne foi des gens qui publient en disant qu'effectivement, il l'avait fait de façon élective, mais bon, c'est une analyse rétrospective. Hein. Il n'y a pas deux groupes. Dans un cas, je fais tout le temps, dans un autre, je vois. Donc, élective décompression, c'est d'emblée à la pose de l'ECMO. Voilà, on dit, bah, nous, on met une ECMO, on met une décharge. Ou alors, si en urgence, et c'est intéressant de regarder cette étude parce que du coup, on voit leurs critères d'urgence et voir sur quels arguments ils ont posé une écho. Alors, c'est un centre qui sont capables de poser la décharge dans les 40 minutes. Tous les patients avaient leur décharge. Donc, c'est vrai que voilà. Et le délai médian, c'est 31 heures. C'est-à-dire qu'il y a une bonne partie des patients qui sont dans les 24 premières heures quand même ont besoin d'une décharge gauche. Finalement, ça c'est très intéressant. Il n'y a que 2 patients pour lesquels ils ont attendu ou alors la défaillance s'accompagnait d'un œdème pulmonaire sur la radio. Tous les autres, c'est vraiment sur des données échographiques. Alors, j'ai pas trouvé de données plus précises, des Z-scores, des choses comme ça, mais c'est probablement l'évolution dans le temps de la taille des cavités qui permet de se dire attention, je dois décomprimer avant d'avoir l'ischémie myocardique. Hop. Je vais trop vite par rapport à et voilà les résultats de ça. Bon, ça c'est pour présenter la population qui est à la fois médicale et chirurgicale. Et puis les résultats, c'est que globalement, en fait, bon, c'est assez décevant hein, les résultats. Globalement, la durée d'ECMO est plus faible, mais ce qui est un petit peu bizarre, c'est que parmi les survivants, on ne retrouve pas cette diminution de durée. Je n'ai pas fini vraiment de me faire l'idée, l'interprétation, mais en fait, en pratique, ça ne diminue pas quand même la mortalité. Simplement, globalement, ça diminue un peu la durée d'ECMO. Il n'y a pas de conclusion très franche, en tout cas, il n'y a pas d'argument là pour dire tous les patients d'ECMO VA doivent avoir une canule de décharge. Surtout qu'on n'en connaît pas vraiment les complications. Alors en synthèse, je pense que c'est intéressant, en tout cas devant le patient qui est en ECMO VA, de prédire le besoin de décompression, de commencer par les choses simples, et certainement que c'est dans les premières heures sous ECMO qu'il va falloir être le plus vigilant. Et de ce qui ressort de ça, c'est que c'est certainement en échographie qu'il va falloir évaluer, réévaluer le cœur du patient. Il y a des centres qui proposent l'atrioseptotomie percutanée assez rapidement. Je crois que c'est des affaires aussi de contextes locaux. Chacun fait, j'imagine, un petit peu comme il a l'habitude, et il n'y a rien pour dire qu'une technique est mieux que l'autre, en tout cas. La place des médicaments, alors par exemple, on pourrait penser au lévosimendan, qui a l'intérêt de ne pas augmenter la consommation en oxygène et de baisser la résistance vasculaire. Bon, ça pourrait être un des intérêts de ce médicament dans ce cadre-là. Ce serait sûrement difficile à évaluer, mais c'est quelque chose qui peut se faire. Éventuellement, si on voit que de toute façon, on va aller vers la transplantation ou un autre type d'assistance, avant, alors là ce coup-ci c'est plus pour le cœur qu'on le ferait, mais pour les poumons, avant d'avoir de l'OAP, éventuellement changer de type d'assistance. Puis autre chose, si on met une décharge, voilà, il y a des moyens pour contrôler effectivement l'efficacité de la décharge. Très rapidement, un petit peu ce qu'on fait, mais c'est ce que j'ai dit, voilà. Donc quand on est en ECMO post-cardiectomie, nous, soit le VG nous semble bon an mal an pas si mal, on va le suivre en écho, on va regarder. Soit d'emblée, parfois il y a d'emblée une décharge parce qu'au bloc, manifestement, il n'y avait rien du tout, et on s'attendait à des soucis. Et soit secondairement, le VG s'arrête, donc on peut voir un petit peu avec des médicaments, mais c'est surtout faire une reprise chirurgicale pour mettre la décharge. Puis par contre, si c'est percutané, l'ECMO, je parle en imaginant, parce qu'on en a, nous, quand même, globalement, vraiment très peu, on va faire pareil, on va faire le TT de façon très rapprochée au début pour dire attention, là, le cœur se dilate, il faut faire quelque chose. Et puis à ce moment-là, nous, dans le contexte actuel, c'est plutôt vers les chirurgiens qu'on va se tourner. Puis après, c'est des histoires probablement de centre. Voilà.